pour justement les comprendre, mieux les appréhender, voir comment on peut les mettre en place et voir justement si c'est des solutions ou des dispositifs qui peuvent vous intéresser, vous, à mettre en place dans votre structure. Donc, pour vous donner un aperçu de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc vous avez le sommaire. Donc on va commencer par, voilà, définir et caractériser, l'intéressement et la participation. On verra ensuite, les avantages que vous, en tant qu'employeur, vous avez à mettre en place ces dispositifs. On verra également les avantages que les salariés ont à bénéficier d'un intéressement ou d'une participation. On verra ensuite comment mettre en place, la participation et l'intéressement, avec également le contenu, des accords de participation et d'intéressement, ce que légalement, les accords doivent préciser. On verra que c'est justement très important cette étape-là, puisque derrière, les accords font l'objet d'un contrôle auprès de l'administration pour justement vérifier que, l'intéressement et la participation, qui a été mis en place répond bien aux exigences légales. Et enfin, on terminera sur, le versement, comment sont traités les versements liés à la participation à l'intéressement et les informations qu'il faut donner, aux salariés dans ce cadre. Donc, on va commencer avec, la définition et les caractéristiques liées à ces 2 dispositifs. Donc déjà, c'est des dispositifs qui sont assez similaires. Ce sont tous les 2 des dispositifs d'épargne salariale. Ils ont pas mal de points communs, surtout ces derniers temps, puisque le législateur tend vraiment à les rapprocher. Pour autant, ils ont quand même, chacun des règles qui leur sont propres et des caractéristiques qui leur sont propres. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de les différencier. Donc l'intéressement, il a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Donc le but, en fait, c'est de définir un objectif de performance ou de résultat et de verser, en fonction de la réalisation de cet objectif, une prime d'intéressement aux salariés. Donc c'est un dispositif qui est totalement facultatif, donc qui n'est jamais obligatoire à mettre en place pour les entreprises. Et qui présente un caractère aléatoire puisqu'il est justement en fonction, de la réalisation d'un objectif de résultat ou de performance. Donc, il y a des années, il peut y avoir une prime d'intéressement, d'autres années, il n'y en aura pas, et le montant peut varier d'une année sur l'autre. La participation, quant à elle, elle est vraiment liée, uniquement aux bénéfices, de l'entreprise réalisés. Donc, en fait, au cours d'une année, donc il y a un bénéfice qui va être réalisé. Une partie de ce bénéfice va être placée sur une réserve spéciale de participation et cette réserve spéciale de participation va être redistribuée aux salariés en fonction des critères qui auront été déterminés dans l'accord. Donc voilà, le but, c'est vraiment, dans la participation, de redistribuer comme une entreprise peut distribuer le bénéfice aux associés. Là, c'est la même chose, c'est vraiment de redistribuer une partie des bénéfices aux salariés. Donc, c'est 2 dispositifs assez similaires puisque ils sont tous les 2 liés aux résultats, aux bénéfices, de l'entreprise. Néanmoins, ils ont une portée différente puisque la prime d'intéressement, elle est vraiment en fonction d'un objectif, en fait, de la réalisation d'un objectif de performance. Donc elle a plus cette notion de récompense, on va dire, de récompenser le travail fourni par le salarié puisque si l'objectif a été atteint, si l'entreprise est performante, c'est en partie grâce au travail du salarié. Et la prime de participation, elle est vraiment en fonction uniquement du bénéfice annuel de l'entreprise. Dès lors qu'il y aura un bénéfice annuel, il y aura une redistribution aux salariés. Voilà pour la définition de ces 2 dispositifs. On va voir plus en avant maintenant les caractéristiques qui sont liées à ces 2 dispositifs. Donc tout d'abord, la participation. Alors la participation, c'est un régime donc qui est légal et qui est obligatoire dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés. Alors pour qu'il soit obligatoire, il faut que l'entreprise ait atteint le seuil de 50 salariés pendant au moins 5 ans de manière consécutive. Donc c'est au bout de la 6e année, donc si on a atteint le seuil, que l'entreprise sera légalement obligée de mettre en place la participation. Pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, c'est un régime facultatif, donc qui peut tout à fait être mis en place sur le bon vouloir, de l'employeur. C'est un dispositif qui concerne toutes les entreprises, donc quelle que soit la nature de leur activité et leur forme juridique.
tout employeur peut mettre en place de la participation. C'est un régime conventionnel, puisqu'on le verra par la suite, c'est un régime qui doit être mis en place par le biais d'un accord, donc une négociation entre l'entreprise et les salariés ou ses représentants. Pour les entreprises qui sont obligées de mettre en place de la participation parce qu'elles ont dépassé le seuil de 50 salariés pendant 5 années consécutives, s'il n'y a pas d'accord de participation dans l'entreprise, à défaut, c'est l'inspection du travail qui va instaurer un régime, ce qu'on appelle un régime d'autorité, donc qui va instaurer un régime d'autorité de participation obligatoirement dans l'entreprise. La participation, elle a un caractère également collectif, c'est-à-dire que quand on met en place de la participation, on ne peut pas écarter, selon des critères personnels, des salariés. Donc, tous les salariés doivent être concernés par la participation dès lors qu'on met en place. La seule chose qu'on peut mettre en place, c'est une condition d'ancienneté avec un maximum de 3 mois. Donc, la mise en œuvre du régime de participation, on l'a vu tout à l'heure, voilà, conduit à répartir entre les bénéficiaires qui seront indiqués dans l'accord, donc une partie du bénéfice net au niveau de l'entreprise, donc qui constitue la réserve spéciale de participation. Et le montant, justement, de cette réserve spéciale de participation, elle est calculée par application d'une formule qui est donnée par la loi. Alors, on le verra après, il est possible de déroger à cette formule en adoptant nous-mêmes, enfin, une formule qui est plus adaptée à l'entreprise, mais cette formule devra être au moins égale, aussi favorable que la formule légale pour le salarié. On le verra par la suite. Voilà pour les caractéristiques de la participation. Concernant l'intéressement, il y a surtout 3 points à retenir concernant l'intéressement. Alors, il y en a qui sont similaires avec la participation, notamment on retrouve du coup le caractère collectif. Donc, comme la participation, l'intéressement doit concerner tous les salariés. Donc, aucun salarié ne peut être écarté selon des critères personnels. Seule une éventuelle condition d'ancienneté peut être prévue avec un maximum de 3 mois. C'est un dispositif facultatif, donc peu importe le nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise, l'intéressement est toujours mis en place au bon vouloir de l'employeur. Et c'est un dispositif qui est aléatoire et ça, c'est très important puisque ce critère, c'est ce critère-là notamment qui déterminera si on peut avoir les avantages sociaux et fiscaux qui sont associés à l'intéressement. C'est-à-dire que l'accord doit prévoir une formule liée à l'intéressement, qui devra garantir ce caractère aléatoire. Donc par cette formule, qui est libre, elle n'est pas prévue par la loi, donc elle sera librement déterminée par la société. Par cette formule, il faut que l'intéressement puisse varier d'une année sur l'autre et même parfois être inexistante. Et c'est un dispositif, comme pour la participation, qui peut être mis en place dans toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leur activité et leur forme juridique. On en a fini avec la définition et les caractéristiques de ces 2 dispositifs. Donc maintenant, on va voir les avantages justement que vous avez en tant qu'employeur à mettre en place, de l'épargne salariale. Donc déjà, cela participe à la fidélisation des salariés, puisque, ce sont des compléments de revenus, hein, ce sont des primes de participation, primes d'intéressement, c'est des compléments de revenus, tout comme les tickets restaurants, les chèques vacances, la prime de partage de la valeur. C'est une politique de rémunération qui peut rendre l'entreprise attractive et c'est également un levier d'implication et de motivation des salariés puisque quand on a de l'intéressement et de la participation, plus le salarié va s'investir, plus l'entreprise va être performante, en tout cas ça peut y jouer et donc du coup, plus la prime sera élevée et du coup, plus le salarié aura un complément de revenu conséquent. Donc ça peut être également un levier de motivation pour les salariés. Cela permet également d'augmenter la prime de partage de la valeur, donc anciennement prime Macron. En effet, la loi dit que le plafond justement on peut verser jusqu'à 3 000 € pour être exonéré de toute charge. On peut verser jusqu'à 3 000 € de prime et pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés et qui ont un dispositif d'intéressement ou de participation, cette prime peut monter jusqu'à 6 000 € et elle sera toujours libre de toute charge. Pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, par contre, il faut avoir les 2, donc la participation et l'intéressement.
C'est un dispositif également qui est ouvert aux chefs d'entreprise et à leurs conjoints et partenaires de PACS. Donc dans l'accord d'entreprise de participation et d'intéressement, on va prévoir les bénéficiaires et parmi les bénéficiaires, il peut y avoir le chef d'entreprise. Donc il peut avoir une prime d'intéressement ou une prime de participation, de même que son conjoint ou son partenaire de PACS, à condition par contre que son conjoint ou son partenaire de PACS ait un statut dans la société, donc de conjoint collaborateur ou conjoint associé. Un autre avantage et qui n'est pas des moindres, c'est les avantages sociaux et fiscaux qu'ont les primes d'intéressement et les primes de participation. Donc quand justement toutes les conditions liées à la participation et à l'intéressement sont respectées, donc il y a des avantages fiscaux et sociaux. Concernant les avantages sociaux, la prime d'intéressement et la prime de participation sont exonérées de cotisations sociales. Il y aura uniquement de la CSG-CRDS. Il n'y a pas de forfait social non plus, sauf pour la participation, pour les entreprises qui sont obligées de mettre en place de la participation, donc celles qui ont plus de 50 salariés pendant 5 années consécutives, elles seront soumises à un forfait social. Concernant le régime fiscal, donc en tant qu'employeur, vous avez une déduction du bénéfice imposable des sommes versées dans le cadre de l'intéressement ou de la participation. Pour le salarié, si le salarié place les sommes perçues au titre de l'intéressement et de la participation sur des plans d'épargne, dans ce cas-là, les sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu. Et il existe également des exonérations pour vous en tant qu'employeur sur les taxes d'apprentissage, la formation continue et la construction. Pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, je vous ai mis un exemple d'une prime classique et d'une prime d'intéressement ou de participation, justement pour voir la différence de traitement en paye, ce que ça donne. Donc pour une prime de 1 000 € classique, vous voyez que voilà, il y a des cotisations patronales, des charges salariales, ce qui fait qu'en tant qu'employeur, le coût total de cette prime vous revient à peu près à 1 430 €. Donc on est à plus de 400 € de plus que la prime à verser. Et pour le salarié, vu qu'il y a des charges salariales et que c'est soumis à impôt sur le revenu s'il le perçoit directement, on sera à peu près à une prime autour des 747 €. Donc quand même, c'est assez, voilà, vous êtes assez perdant, vous, en tant qu'employeur et en tant que salarié, puisque la prime est bien diminuée. Par contre, voilà, si vous avez une prime d'intéressement ou de participation, donc vous voyez qu'il y a uniquement de la CSG-CRDS, donc il y a un taux relativement bas, 9,7 %. Donc le coût total pour l'employeur sera uniquement au montant de la prime, donc 1 000 €, et pour le salarié, il sera de 903 € après avoir enlevé la CSG-CRDS. Donc la prime est bien plus conséquente. Donc c'est un avantage autant pour l'employeur que pour le salarié en termes de paye. Voilà pour les avantages à mettre en place, ces dispositifs d'épargne salariale. Alors sachant que je ne l'ai pas précisé, mais, pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés et même d'ailleurs pour les autres en fait, c'est des dispositifs qui peuvent tout à fait être complémentaires, hein. On peut mettre en place de l'intéressement et de la participation, c'est pas l'un ou l'autre. L'intéressement, si on met en place de la participation qui sera sur les bénéfices, l'intéressement pourra plus porter sur des objectifs de performance, sur d'autres taux, qui sont liés à la performance de l'entreprise que les résultats. Mais ça peut tout à fait être complémentaire. Donc concernant la mise en place de ces dispositifs, donc tout d'abord pour la participation, donc là, autant pour la participation que pour l'intéressement d'ailleurs, le mode de mise en place privilégié par la loi, c'est vraiment la négociation, donc par voie d'accord. Donc en premier lieu, il faudra négocier, avoir un accord entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants. En l'absence d'accord, dans les entreprises qui sont obligées de mettre en place de la participation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'inspection du travail mettra en place un régime d'autorité, donc qui sera imposé à l'entreprise, donc un régime de participation qui sera fait par l'inspection du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place de la participation, donc le mode privilégié reste le même, hein, c'est de la négociation, donc c'est par voie d'accord et si il y a s'il y a pas la possibilité de mettre un accord puisqu'il y a des échecs des négociations,
Dans ce cas-là, on pourra mettre en place le dispositif de manière unilatérale. Concernant le délai de mise en place, donc pour les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place de la participation, il n'y a pas spécialement de délai. Par contre, pour les entreprises qui sont obligées de mettre en place de la participation, elles doivent le mettre en place à l'issue des 5 années consécutives où le seuil a été dépassé. Donc par exemple, on a un dépassement de seuil qui commence en 2022, il se termine en 2027 pour faire 5 années consécutives, donc la mise en place sera obligatoire sur l'année 2028. Concernant l'intéressement maintenant, donc comme la participation, le mode de privilégié en premier lieu, c'est de faire un accord, donc de négocier. Si, il y a pas de s'il y a s'il y a un échec des négociations, dans ce cas-là, il y a une nouveauté, c'est qu'il est possible pour les entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place le régime d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur. Mais voilà, il y a 2 conditions, c'est qu'il faut être dépourvu de CSE et d'avoir échoué dans les négociations, de ne pas avoir pu aboutir à un accord. Concernant le délai pour le mettre en place, donc dès lors qu'on décide de mettre en place de l'intéressement, donc si on décide par exemple de le mettre en place, pour l'année 2023, les accords d'intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul qui sera définie dans l'accord. Donc par exemple, si la période de calcul, c'est l'année civile, l'accord devra être conclu avant le 1er juillet. Une fois que l'accord est conclu, on a 15 jours pour le déposer auprès de l'administration qui va le contrôler. Voilà pour la mise en place. On va voir maintenant, d'une manière générale, le contenu principal que doit contenir un accord d'intéressement ou de participation. Voilà, sachant qu'il faut mettre, il y a plusieurs clauses à mettre dans cet accord. Là, je vais vous expliquer certaines clauses qui sont importantes, mais elles ne sont pas toutes listées, dans mon support. Je me suis concentrée uniquement sur celles vraiment qui sont importantes, pour mettre en place l'intéressement et de la participation. Donc déjà, la durée pour laquelle l'accord est conclu. La participation, l'accord, il peut être conclu d'une manière déterminée comme indéterminée, sachant que s'il est conclu pour une durée déterminée, il faut que ce soit pour 1 an minimum. Il est toujours possible de faire une reconduction tacite, mais il faut que l'accord le prévoie. L'intéressement, lui, il ne peut pas être à durée indéterminée. Il est obligatoirement à durée déterminée, sachant que sa durée doit être comprise entre 1 et 3 ans. Là, comme la participation, la reconduction tacite est possible, à condition que l'accord le prévoie. Deuxième clause importante, la formule. La formule servant de base au calcul. Concernant la participation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi donne une formule à respecter. Donc, elle est en fonction des bénéfices, des capitaux propres, des salaires et de la valeur ajoutée de l'entreprise. Il est possible de déroger à cette formule par voie d'accord, mais la formule choisie devra être aussi favorable pour le salarié que la formule légale. Concernant l'intéressement, la formule à définir est libre. Il n'y a pas aucune loi, aucune formule n'est donnée par la loi. Donc, la formule est vraiment choisie en fonction des souhaits et des intérêts de l'entreprise, mais il faut qu'elle reste liée aux performances ou aux résultats de l'entreprise. Et la chose très importante et qui vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui pourrait faire justement qu'il y ait pas d'exonération fiscale ou sociale sur les sommes versées, c'est que la formule choisie doit garantir le caractère aléatoire de la prime d'intéressement. C'est un des principes fondamentaux de l'intéressement. Il faut que la formule choisie fasse en sorte que la prime varie d'une année sur l'autre et peut parfois être inexistante. Donc, il y a tout intérêt du coup à bien choisir sa formule de calcul. Nous, au CR France, pour nos clients, quand on met en place de l'intéressement, on a des conseillers comptables avec lesquels on collabore et on fait des simulations aux clients justement en fonction de son activité, de ses variateurs comptables, et puis justement pour garantir ce caractère aléatoire. Donc c'est vraiment en fonction, on détermine vraiment une formule de calcul en fonction de l'entreprise, c'est au cas par cas. Il y a vraiment une étude poussée qui est faite justement pour trouver la meilleure formule adaptée à l'entreprise et qui respecte les principes de l'intéressement.
Il est toujours possible après, si jamais, une année, les bénéfices sont très importants, la performance de l'entreprise est au beau fixe, il est toujours possible de verser, unilatéralement un supplément de participation et ou d'intéressement. Donc là, le montant de ce supplément est libre, c'est vraiment au beau vouloir de l'employeur. Il faudra simplement qu'il respecte, les plafonds annuels, qui sont fixés. Justement, il ne faut pas que ça dépasse un certain plafond lié, aux, aux indemnisations de sécurité sociale. Pour l'année 2023, par exemple, c'est 32 000 € à peu près. Autre contenu à mettre en place dans l'accord, c'est les bénéficiaires. Donc il faudra définir les bénéficiaires, de la prime d'intéressement ou de participation, sachant que comme je l'ai dit, voilà, il n'est pas possible d'écarter des salariés. On peut mettre en place, une condition d'ancienneté avec un maximum de 3 mois. Après, pour la répartition de la prime d'intéressement, il est possible de prévoir, donc que la prime d'intéressement ou de participation soit, uniformément, répartie à tous les salariés, donc qui bénéficient du même montant. Ou alors on peut prévoir que ce soit proportionnel au salaire ou proportionnel au temps de présence dans l'entreprise, ou on peut combiner les 3 critères. Là également, dans cette clause, il faudra déterminer si le chef d'entreprise ou son conjoint, font partie des bénéficiaires de la prime d'intéressement ou de participation. Parce que si c'est pas indiqué dans l'accord, ils n'en feront pas partie. On retrouve ensuite d'autres clauses qui sont davantage, qu'on retrouve plus dans la participation, comme la durée disponibilité des droits des bénéficiaires et les cas de déblocage anticipé. Les conditions de délai également dans lesquelles les bénéficiaires peuvent demander, la disponibilité immédiate de toute ou partie de leur participation. Donc là, c'est quand, les sommes sont sur un plan d'épargne. Il y a également des clauses à prévoir sur le système d'information du personnel, les dates de versement, et cetera. Donc l'accord, la rédaction de l'accord, c'est pas quelque chose à prendre à la légère puisque voilà, il y a plusieurs clauses obligatoires à mettre en avant. La formule de calcul à bien déterminer puisque derrière, comme je le disais tout à l'heure, derrière, il va falloir déposer ces accords auprès de l'administration pour qu'elle puisse les contrôler. Donc si et lors de ces contrôles, si elle demande des modifications parce qu'elle estime que les accords ne sont pas conformes, à la législation, les accords ne seront pas validés et donc il faudra les refaire jusqu'à ce qu'ils soient validés par l'administration. Si vous souhaitez avoir les exonérations fiscales et sociales, parce qu'en fait après on pourrait toujours l'appliquer. C'est juste que derrière, tous les avantages qui sont liés à la prime d'intéressement de participation ne seront pas effectifs, donc il y a pas d'intérêt. Concernant la participation, donc le contrôle des accords, il y a 2 contrôles pour la participation. Donc dès lors qu'il est déposé en ligne, auprès de l'administration, il y a tout d'abord un contrôle de forme qui va être fait par la direction départementale, de l'emploi. Ensuite, il y a un second contrôle qui est opéré, par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Donc là, c'est un contrôle de fond. Donc c'est l'URSSAF ou la MSA et à l'issue de ces contrôles, si aucune modification n'est demandée, l'accord est validé et donc les primes les avantages sociaux et fiscaux pourront s'appliquer. Concernant l'intéressement et ça c'est une nouveauté, avant il y avait les mêmes le même contrôle, donc un contrôle de forme et un contrôle de fond, mais depuis le 1er janvier 2023, ça s'est un peu assoupli puisque les accords d'intéressement ne sont plus soumis au contrôle de forme, mais uniquement au contrôle de fond des organismes de recouvrement. On arrive maintenant sur l'information des salariés concernant les versements et comment vont être traités ces versements. Donc déjà, quand dans une entreprise, il y a des accords de participation ou d'intéressement, donc des dispositifs d'épargne salariale, l'entreprise a une obligation d'informer individuellement les salariés sur les dispositifs d'épargne salariale qui existent, donc par le biais de la remise d'un livret d'épargne. Il faut également informer le salarié à chaque versement lié à l'intéressement ou la participation. Donc, en plus de son bulletin de salaire, il devra recevoir une fiche distincte de son bulletin de salaire qui précise le montant versé au titre de l'intéressement ou de la participation, une note qui rappelle les règles de calcul et les règles de répartition. Cette information doit également être transmise au salarié lorsqu'il part de la société, notamment s'il a justement des sommes placées sur un plan d'épargne.
Ensuite, donc du coup, une fois que le salarié, une fois que la prime d'intéressement ou de participation va être perçue par le salarié, vous avez 15 jours, vous devez informer le salarié 15 jours avant le versement qu'il va percevoir une prime d'intéressement ou de participation avec le montant. Pendant ces 15 jours, le salarié a la possibilité de demander le versement immédiat de cette prime. Donc, s'il demande le versement immédiat de cette prime, vous devez lui verser avec son prochain bulletin de salaire et dans ce cas-là, la somme ne sera pas exonérée d'impôt sur le revenu. Si le salarié ne se manifeste pas pendant ces 15 jours, le versement est automatiquement fait sur un plan d'épargne. Le salarié peut aussi choisir de verser ces sommes sur son compte épargne-temps. C'est une possibilité qui lui est offerte. Donc du coup, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'obligation en tant que telle dans la loi qui dit que quand on a un accord de participation ou d'intéressement, il faut obligatoirement mettre en place un plan d'épargne. Néanmoins, comment sont rédigés les textes, vu que si le salarié ne se manifeste pas ou ne demande pas le versement automatique immédiat de la somme, le versement est automatiquement versé sur un plan d'épargne. Ça nécessite que lorsque une entreprise a un accord de participation ou d'intéressement, ça s'accompagne de la mise en place nécessaire de plans d'épargne salariale. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine formation, justement, sur savoir comment mettre en place ces plans d'épargne. Donc, qui aura lieu certainement en fin d'année. Donc là, il y aura une communication qui sera faite pour vous communiquer la date et l'heure si cette formation vous intéresse. Voilà. C'est tout pour moi. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était suffisamment clair? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, bonjour. En parlant de... Bonjour. oui, bonjour, Stéphanie Hilaire. Un plan d'épargne d'entreprise, est-ce qu'il est obligatoire pour une entreprise à l'heure actuelle ou pas? Alors, c'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Par contre, si vous avez un accord de participation ou d'intéressement, ce sera obligatoire. Voilà, d'accord. Ouais. Mais sans accord de participation et d'intéressement, c'est pas obligatoire de mettre en place un plan d'épargne salariale. Ok, merci. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez des accords dans vos entreprises d'intéressement ou de participation? Oui, Damien Brunet, vous avez une question. Oui, par rapport au Oui. j'ai des salariés, j'ai aussi un apprenti. Je voulais savoir, l'apprenti s'il touchait, l'intéressement ou la participation, enfin voilà, si on met un accord, est-ce que l'apprenti doit toucher ou pas? Oui, tout à fait. Il est concerné effectivement comme les autres salariés par l'accord de participation ou d'intéressement. D'accord, merci. Non, pas de problème. Je sais pas si, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, dans la conversation ou à cliquer sur lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont justement des accords d'intéressement ou de participation? Ah, il y a une question. Gaëc Terralé. Alors du coup, il faudrait réactiver votre micro. Oui, vous m'entendez. Ah oui, c'est Pardon. bon. Donc bonjour, Hervé Bonjour. Hannequin, Gaëc Terralet. On a des salariés, un apprenti. Est-ce que quand on a un plan d'épargne entreprise, c'est forcément par le biais, enfin, il y a forcément ces dispositifs d'intéressement ou de participation, ou on peut faire des versements par d'autres biais avec de l'abondement, ou il y a d'autres dispositifs, ou c'est forcément les deux qu'on Non, met non. Le plan d'épargne, il n'a pas pour objet de percevoir uniquement les sommes liées à la participation à l'intéressement. Donc, effectivement, il peut y avoir d'autres sommes sur les plans d'épargne. D'accord.
Merci. Vous avez du coup, vous, non, vous n'avez pas du coup d'accord de participation d'intéressement, vous avez simplement des plans d'épargne du coup. Oui, mais c'est vrai qu'on a mis ça en place cet hiver, donc pour les salariés, pour l'apprenti et pour les associés. Mais Oui. voilà, j'avais pas. Enfin, il me semblait pas du tout que ça correspondait à ce qu'on vient d'évoquer, intéressement ou participation. Mais Ah non, oui, c'est deux notions. Le plan d'épargne et la participation à l'intéressement, ce sont des notions différentes, hein. Ils ne sont pas forcément liés. Par contre, la loi les lie un peu parce que justement, quand le salarié ne souhaite pas percevoir immédiatement la somme liée à l'intéressement ou à la participation, la loi dit qu'il y a un versement automatique sur un plan d'épargne. Donc, elles ne sont pas liées. Mais par la rédaction de la loi, sous-entendu, si vous avez de la participation d'intéressement, il faut quand même avoir un plan d'épargne à côté puisqu'il y aura un versement automatique si le salarié ne souhaite pas percevoir la somme. En fait, mais sinon, c'est tout à fait des notions différentes, hein. On peut tout à fait avoir des plans d'épargne sans avoir de participation et intéressement. Mais ça peut être un bon moyen justement d'alimenter, de mettre en place de la participation et l'intéressement. Ça peut être un bon moyen d'alimenter, par contre, les plans d'épargne si vous en avez. En attendant, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et merci pour votre participation. Merci pour votre écoute et votre participation. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, Bonne journée à tous.